C'est au milieu du mois de janvier 2024, de retour vers la maison avec Geneviève. On filmait comme ça. Il a recommencé à neiger pour ton vidéo. Oui, ça va faire beau. Tu vas-tu aller aussi au chevreuil? Oui. On va faire les deux. La route recouverte d'une neige Tu fraîche commences par où? Ça d'en bas. qui m'est venue des réflexions en rapport avec l'ombre et la lumière. Ça, c'était beau. Ben oui. On voit que la nuit, tout est magique. Tout semble d'une autre réalité. Pourtant, c'est notre réalité habituelle. En tournant dans mon quartier, j'ai compris encore mieux que l'obscurité de la nuit ajoute à la lumière artificielle créée par les ampoules, les lumières, beaucoup de magie. Et dans la magie, l'âme agit. Mais dans le cas présent, il n'y a pas d'âme dans les choses matérielles. Voyez ici, comme les chevreuils semblent presque vivants, surnaturels, même les arbres et même la maison. Et pourtant, c'est de l'éclairage artificiel. Si on la regardait en plein jour, révélée, c'est aussi revoilée. Et la lumière produit de l'ombre. Nous étions en première samedi le 20 janvier 2024 pour le Vidéorandia numéro 3. Voyez comme, quand on revient à l'obscurité de la nuit, les choses paraissent encore plus belles. Aujourd'hui, je suis interviewé par Pierre et Alex, deux webmaîtres. Et pour les abonnés du club créé au mois de janvier, enfin disponible la rencontre que j'ai eue de plus d'une heure avec Jason Jourjon, le complément au Vidéorandia numéro 51. La musique, Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale, et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Et c'est à l'entrée publique de ce club créé qu'on retrouve le site très spécial de M. François Deschamps, très prisé surtout par les Européens. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant qui ajoute des éléments à toutes les nuits qui suivent la diffusion en première du samedi soir. Et maintenant, si on revient à la lumière du jour sur la route, alors, il n'y a plus de magie. Alors, bonne émission. Alors, bonsoir Richard, ça nous fait plaisir de te recevoir dans notre studio virtuel, Bravo, avec Diffusion BDM International. Ça nous fait plaisir de te rencontrer. Et puis, c'est un peu comme l'expression qu'on dit au Québec, relancer la balle. Hein. Tu m'as invité à aller sur Orandia TV. Maintenant, c'est à notre tour à t'accueillir. Fait que c'est comme ça qu'on s'invite. On invite des gens, puis on espère que les gens vont nous inviter. Je veux dire, la roue, elle tourne. Tu sais. Alors, Ben là, ça me fait un grand plaisir. Oui, Je Richard. suis invité par deux personnes. J'aimerais savoir, on te connaît, mon public te connaît, Pierre. Oui. Maintenant, en haut, il est marqué Alex. Qui est-il? Oui. D'où vient-il et que fait-il? Alex, il vient de France et depuis 4 ans, j'interviewe des personnes de la francophonie et en particulier des Québécois. Et en particulier, j'ai dans mon cercle amical André Landreville, que je salue chaleureusement, Jason, que tu as invité récemment, Richard, et ainsi que Yannick Choret. Donc, toute cette petite gang-là, en fait, elle se connaît bien. Et je suis aussi très heureux de t'accueillir, Richard. C'est un grand plaisir. Ben, pour moi aussi, de bonheur de pouvoir enfin échanger avec le vieux continent. Et actuellement, à quelle région en France? Actuellement, en fait, je suis dans l'ouest, je suis dans le Far West, en fait, de la France pour le moment. Région de Bordeaux? Région plutôt le nord, plutôt les plages du débarquement, la Normandie, le Calvados, en fait. OK, le nord-ouest, total. Voilà, c'est ça. Ah, ben, t'as à peu près la météo qu'on a ici au Québec. C'est ça, en ce moment, c'est ça. C'est des chutes de neige, Ouais. c'est des vents, c'est de la pluie, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai invité Alexandre, parce que moi et Alexandre, on commence à développer une collaboration pour divers projets. Alors, ça permet de le présenter à Diffusion BDM International, tous nos membres, aux gens, à tes membres à toi sur Orandia TV. On commence à développer des projets tranquillement. Donc, c'est pour ça que
Et puis, il va nous aider ce soir au niveau des questions, au niveau des questions du public. Il va poser des questions aussi pendant l'entrevue. Alors, partie intégrante de cet événement-là et des projets futurs. Alors, on Richard. va parler ce soir de Richard Glenn, mais on va parler de Bernard de Montréal, évidemment, puis on va parler de peut-être des productions sur Internet, comment ça file, la réceptivité du public français par rapport à BDM International. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment les Français en général, parce que toi, Alex, t'es là-bas, t'es plongé dans le milieu de France, puis Pierre, ben, il est au cœur du Québec. Et puis, moi, ben, ça fait 48, je suis dans ma 48e année, toutes les semaines, hebdomadaires, toutes les semaines, une émission nouvelle de télévision. C'est pas seulement de la radio, c'est des images, de la musique, de montage, etc. Et j'en ai du stock, hein. Richard, on veut te faire une proposition. On aimerait ça. C'est sûr que ça tourne autour de Bernard, des invités que tu as connus. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu de toi. Parfait. Si tu as le goût, bon, ben alors, fais une introduction. Comment tu as commencé? Comment ton intérêt a monté, et ainsi de suite. Je pense que ce serait vraiment intéressant parce que moi, je t'ai entendu un petit peu sur tes débuts, mais pas beaucoup. Alors, si tu as le goût, là. Parfait. Alors, on fait la courte pause commerciale parce que mes émissions sur YouTube, heureusement, j'ai la possibilité de voir les petits commerciaux qui passent. Et après cette pause, on se retrouve, Pierre, et je suis prêt à répondre à toutes les questions auxquelles j'ai jamais eu de questionnement. C'est moi qui pose des questions à mes invités. C'est ça qui va être intéressant, en fait, aujourd'hui, c'est que l'intervieweur soit interviewé. Oui. OK, exactement. Voilà. Bravo. Alors, bon? On est prêt? À tantôt. OK. Tu sais, j'ai dit, ce serait le fun que Richard nous parle de son vécu, comment est-ce qu'il a commencé, ainsi de suite. Puis finalement, j'ai même pas mentionné Bernard parce que j'avais le goût, on parle un petit peu comme Jimmy Gueux, on en a parlé un peu. L'autre jour, j'ai parlé avec Richard, on a parlé un peu de Jimmy Gueux. Tu sais, les premières interventions, des personnes qui, au début de l'histoire de l'ésotérisme expérimental, tu sais, comment ça a commencé. J'ai reçu Jimmy Gueux au début fin des années 70, quand il est venu pour la première fois au Québec. OK. Par un organisme qui créait, je me souviens plus le titre, mais ça remonte à loin, là. Oui, okay. En 78, 79. As-tu le goût qu'on fasse cette, excuse-moi. As-tu le goût qu'on prenne cette route-là un peu à la prochaine émission, là, que tu nous parles un petit peu de tes débuts? Ben si jamais t'enchaînes pas sur les premières personnes, peut-être qu'on va t'aiguillonner là-dessus. Jimmy Gueux, d'autres personnes aussi qui étaient là au début. 2 heures pour faire parler Richard Glenn, c'est très cool. Ah non, je suis d'accord. Je pense que je suis pas inquiète là-dessus. Parce que ce que le public veut entendre, c'est surtout des anecdotes. Oui, c'est ça. Exactement. Qui leur apportent un intérêt instantané, présent. Faut pas faire l'éloge ou l'apologie de ce Non, c'est direct, clac, clac, clac. Non, c'est pas te demander où t'es rendu dans le développement de ta conscience, c'est pas ça du tout, là. c'est un petit peu l'historique des ésotérismes expérimentales, de ton début. Ouais. Peut-être des petites histoires. Comme il y a quelqu'un, je sais pas si c'est quelqu'un c'est toi qui a dit ça ou, à un moment donné, toi, tu travaillais comme professeur d'éducation physique, je pense. Ben oui. Et à un moment donné, les gens, l'émission passait sur le câble. Ce qu'on appelle le câble, le câblevision. Puis là, il y avait des gens qui appelaient à l'école. Fait que là, le directeur de l'école, je pense qu'il était pas content de ça. Absolument. C'était à cette époque-là, c'était même une directrice. OK. Puis il a dit, qu'est-ce que vous faites dont les gens parlent d'extraterrestres quand ils nous téléphonent, que vous parlez d'extraterrestres? Qu'est-ce que vous faites en dehors de vous? Ben, j'ai dit, je travaille ici toutes les journées, puis les fins de semaine, je prépare une émission sur la télévision communautaire, puis elle a dit, vous savez, puis là, finalement, ça a pris d'ampleur, cette affaire-là, parce que mes émissions étaient tellement écoutées qu'il y a des parents qui venaient à l'école pour rencontrer l'animateur de l'émission de télévision pour me raconter leurs aventures. Après ça, moi, j'avais 3 recherchistes. Ils appelaient à l'école pour dire, est-ce que vous pouvez dire à M. Glenn que tel invité a accepté l'invitation? Là, la secrétaire, elle répondait, pour ma business. Ben là, j'ai dit, moi, je vais me payer une ligne de téléphone dans mon bureau. Non, ils ont dit, arrêtez, c'est fou, là, c'est fou. Ben là, l'école, t'as-tu tordu le bras un petit peu, là, pour que tu t'en ailles, ou je veux dire, tu dises. Non, ben, ils m'ont dit, écoutez, là, on en reparlera samedi, là, hein. Mais, vraiment, c'est ça. C'est la meilleure chose à faire.
j'ai accepté de mettre en suspens ma carrière professionnelle. J'ai suivi des cours à l'université pour être spécialisé en enfance inadaptés, OK. problèmes socio-affectifs, les MSA qu'on appelait les mésadaptés socio-affectifs. Et j'avais donc eu l'occasion de travailler dans le bas de la ville de Montréal, avec tous les problèmes sociaux qu'on peut connaître, là. La prostitution juvénile, la drogue, le vol, de tout. Okay. Et à un moment donné, j'étais en dépression après 6 ans dans le bas de la ville de Montréal. Là, ça serait comme, je sais pas s'il y a des quartiers malfamés à Paris. Oh, il y en a. Ouais, il y en a plein. Bon. Ouais. Et là, on m'a envoyé dans une école qui venait d'être ouverte. On appelait ça une école, un parc-école. Okay. Alors, j'avais à ma disposition 2 gymnases, une palestre. Palestre, ça veut dire avec tous les instruments, là, le cheval d'arçon, Okay. les barres symétriques, les anneaux, tout ça. Les anneaux, tout. C'est Ah ça. Après ça, j'avais un aréna à côté de l'école, une aréna, une piscine chauffée, couverte. Alors, t'imagines un professeur qui arrive du bas de la ville où on traîne dans les bas-fonds, on n'a à peu près aucun moyen d'activer les jeunes. Et là, j'arrive dans une place, c'est extraordinaire. Et ma pédagogie était pas originale. Tant et si bien que quand est venue une délégation du Japon, et Radio-Canada s'en est mêlé, et CKC, de la poste de radio de CKC, ils ont fait un reportage sur Richard Glenn et son éducation physique expérimentale. Okay. L'école était dans Hochelaga-Maisonneuve, mais plus proche du pont Hippolyte-Lafontaine. Ouais, Richard, excuse-moi. Je propose qu'on arrête là. Tu sais, mais c'est pas grave, Richard. On fera une autre émission, c'est pas grave, ça. OK. Parce que c'est différentes pistes, hein? Oui. Ça peut être différentes pistes. Oui. Là, j'ai pris quelques notes, là. Celle que je pense, Pierre, qui va être toujours la plus utile dans le cadre de l'émission qu'on fait, pour pas qu'on s'évade. Parce que là, moi, je trouve que je me suis égaré. J'ai répondu à ta question le plus vite possible. Ben moi, je trouve ça intéressant. Oui, mais c'est partir sur des pistes dont je parle jamais et qui nous éloignent des propos d'ésotérisme de Bernard de Montréal. Mais justement, moi, je trouve que c'est intéressant aussi à ce titre-là, en fait, Richard, c'est-à-dire qu'on fasse connaissance avec l'homme qui a derrière celui qui a été l'interlocuteur. C'est exactement ça, c'est-à-dire que... Moi, j'ai marqué sur le posting que j'ai fait, là, j'ai oublié. Ben, c'est le parcours d'investigation de l'ésotérisme et du paranormal, Richard Glenn. C'est un parcours d'investigation. Ça, je sais, ben, oui, mais c'est ça. C'était ça, Pierre. Ça veut dire qu'on reste dans les sujets d'investigation, d'ufologie. J'ai fait des enquêtes. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Autrement dit, c'est bien intéressant l'histoire de l'école, mais on sort vraiment à côté, là. Ouais, tu peux le mentionner sans rentrer dans tous les détails. Autrement dit, à un moment donné, tu es obligé de choisir entre l'école puis ésotérisme expérimental. Ah oui, on m'a offert une année sabbatique. Autrement dit, on m'a pas payé. Ah oui. Moi, je faisais déjà de l'argent avec mes émissions, mes conférences qu'on organisait. Donc, ça te faisait une sécurité quand même, parce que tu sais pas qu'est-ce qui aurait pu se passer dans cette année-là. Là. Ben, c'est ça. C'est qu'après une année, ils m'ont fait revenir. Ils ont dit, écoutez, on vous a remplacé à l'école par un professeur qui vous a temporaire, votre place. Ou une temporaire, c'est ça, une dame, une femme. Okay. Et puis, tout le monde a hâte que vous reveniez. Mais là. Ah oui? Oui, mais là, ils ont dit, il y a une condition. Oui, c'est ça. Vous laissez les émissions. Vous n'êtes pas à la télévision, la vedette qui parle d'extraterrestres, puis qui fait des enquêtes dans le bois avec des contactés et des soucoupes volantes. Ouais, ça, c'est ta vie privée, non? Sérieusement, dans une école de la commission scolaire de Montréal, okay. Il y a des parents qui vous aiment, qui vous adorent, aux deux places. Mais il y a des parents qui peuvent pas endurer que leur enfant se fasse enseigner. Puis là, tu peux rentrer. La question qui tue, ça serait, mettais-tu de l'ésotérisme dans ton enseignement au gymnase? Ça a été terrible lorsqu'ils ont commencé à découvrir que je parlais des anges gardiens aux enfants. Oh. Que je faisais faire des séances de lévitation. Parce que j'étais dans l'endroit propice. Écoute, j'ai enseigné là pendant que j'ai même eu le plaisir un jour d'enseigner aux enfants, des enfants à qui j'avais enseigné. Okay. C'était devenu la maman de la petite fille de 4e année, de 2e année, qui était sa fille, à qui moi j'avais enseigné à sa mère. Okay. Alors, il y avait vraiment là un climat
familial, là, tu sais, je faisais partie de la vie de tout le monde dans le quartier. Et tout le monde me connaissait, puis tout ça, mais je vivais pas là. Je vivais loin, je vivais à Mont-Saint-Hilaire pour pouvoir décrocher. Moi, je trouve que ça serait... Là, on est entre les deux. De parler un peu de ton parcours, mais on va se prendre un temps limite. Tu sais. Oui, quitte à revenir une autre fois. Oui, c'est ça. Pour rentrer dans plus de détails, des choses comme ça. Il y a 3 niveaux de Richard Glenn qui est dans le privé. C'était mon enfance, mes rencontres avec les extraterrestres dont j'ai parlé dans le temps de Noël, l'émission 00. On a montré. J'ai vu une partie de ça. J'ai vu que je me rappelle pas où ce que je l'ai vu. Saint-Calixte, mais on parle de Saint-Calixte. Okay. C'est mon plus vieux, mon garçon, qui nous a amené là le jour de Noël. J'expliquerai l'anecdote, si tu veux, c'est amusant, parce que sa femme à Mont-Stéphane, il y avait d'autres personnes dans la maison. Elle a dit non, vous ferez pas un enregistrement encore dans le salon comme vous avez fait l'année dernière. Tout le monde, on est coincé dans la cuisine, dans la salle à manger, alors que vous prenez le salon pour une entrevue qui dure 2 heures. Allez faire ça ailleurs. Stéphane, il dit, on peut le faire demain. Non, je veux pas non plus parce qu'il y a encore du monde qui couche. Puis il dit, on va aller en auto. On s'en va dans son auto, on part. En cours de route, on parle. Puis là, on a mis des caméras dans l'auto pour faire l'émission. À un moment donné, c'est lui en roulant. Il dit, dans le fond, il dit, ils n'ont pas besoin de nous autres, la maison, ils sont occupés, puis tout le monde est là. On va aller faire un tour à Saint-Calixte, là où tu as connu tes extraterrestres quand tu étais jeune, puis tout ça. Hein? J'ai dit, c'est vrai, on n'est pas loin, à peu près à une demi-heure. On est parti de là. On est allé. Et là-bas, on arrive à l'endroit où j'avais vu mes extraterrestres. C'est devenu un centre religieux. C'est devenu comme un monastère pendant des années. Ah oui? Puis les gens, ils s'en cachent pas, hein, ils disent, mais ils savaient pas l'anecdote de la madame qui vivait dans ce bâtiment-là. Elle était consciente de mes volantes qui arrivent. Elle criait après sa jument, mignonne, elle frappait avec une cuillère en bois sur une poêle en fonte. Boing, 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 puis elle criait, mignonne! Elle devait avoir 70 ans, la madame. Elle est morte à 85. Et les ovnis, ils sont venus quand j'étais là. Et ils ont dû apparaître à quelques reprises après, quand j'étais plus là. Et elle était morte, et c'est ses fils qui ont hérité de ce bâtiment-là, ont vu ces lumières-là arriver. Qu'est-ce que tu penses que c'était devenu dans leur esprit à eux autres? C'était la Sainte Vierge. Ouais, OK. Ils ont vu comme une apparition parce que c'était des gens croyants, des gens pratiquants. C'est ça. Okay. Fait que la Sainte Vierge vient faire des tours dans la forêt de l'autre côté de la rivière. C'est là où moi je vivais. C'est là où j'ai eu mes contacts. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, Saint-Calixte, avec mon Stéphane, je pensais jamais rencontrer les gens propriétaires, les nouveaux propriétaires de cette place-là, qui ont connu l'époque où c'était un monastère, et c'était devenu un monastère. Le cardinal Paul-Émile Léger avait été là. Okay. Ça aurait pu prendre beaucoup d'ampleur, mais personne ne savait que Richard Glenn, il avait vécu son enfance de l'autre bord, puis que c'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec le phénomène extraterrestre. OK. C'était dans quelle partie de J'ai resté à Saint-Calixte, moi. Bon, la montée du lac Pinette. Ça fait trop longtemps, là. Moi, je me rappelle du rang 10. Moi, je restais à hauteur du rang 4, je pense. Moi, je restais autour du lac Ron. Oui, OK, ça mène à Beaulac, ça se peut-tu? Le lac Ron, là, c'est le lac qui est direct sur le bord de la 335, là. Tu passes à côté du lac, là. Oui. C'est à peu près à 4 km du village. Oui, en t'en allant vers Beaulac. Et Alexandre? Ce qui me vient, et moi je trouverais que ce soit intéressant aussi qu'on fasse le pont entre la partie de toi et l'ésotérisme et l'ufologie et la partie de ton travail en fait qui s'est apparenté à un travail de journaliste en fait derrière le questionnement. Après qui s'est transformé en un questionnement vibratoire on pourrait dire, mais au départ c'était vraiment faire parler quelqu'un qui avait une parole atypique jamais entendue en fait jusqu'à présent. Et ça, c'est intéressant aussi pour pas qu'on l'oublie et qu'on reste sur la part ésotérique, en fait, qui est consultable largement sur ta chaîne Orandia. Mais ce qui est, moi, que je trouverais intéressant déjà à titre personnel, c'est de connaître l'homme derrière. Tu disais tout à l'heure, on va pas te demander, en fait, ton chemin de conscientisation. Et pourquoi pas?
C'est-à-dire que toi, comment en fait t'as vécu ta propre initiation en fait, Richard, aux côtés d'un homme qui était en train d'enseigner, qui était dans une posture d'enseignant et d'instructeur, et donc toi, à un moment donné, tu as été exposé aussi, c'est-à-dire que d'être à son contact, forcément, les vibrations chez toi, ça devait être quelque chose d'assez fort. Et donc, tu as eu une expérience spécifique parce que tu faisais partie des proches. C'est bon, Alex. Je vais dire une chose. J'ai beaucoup pleuré au départ de l'enseignement. D'ailleurs, dans le temps où j'étais aux études à l'Université du Québec à Montréal et en pédagogie, j'étais attitré à un centre c'est un peu comme tu sais, le fameux film, là, où il y a un chœur d'enfants qui chante, là. OK. Comment ça s'appelait, là? Mais je crois voir, j'ai l'image, en fait. Quand Moi aussi, je sais c'est qui, ouais, j'ai vu le film. Oui, puis ils sont même allés à Hollywood lors de la remise des Oscars. Le chœur de chant est allé chanter à Hollywood une fameuse chanson qui est extraordinaire. Celle-là, je l'ai pleuré tout le long. C'est exactement le genre de vie que j'avais. J'étais comme le professeur qui enseignait de la musique aux enfants. Moi, j'enseignais de l'ésotérisme aux enfants. À travers mon éducation physique, à travers la vie de tous les jours. Et même l'aura dans l'école était originale. Les gens venaient faire un peu comme Jourjon fait, là. Comment il s'appelle, là? Jason, oui, c'est ça. Il dit, je passe dans des écoles, puis il dit, je les entretiens pendant 20 minutes, une demi-heure dans chaque classe. Bon. Mais ces gens-là qui venaient à notre école, ils disaient, c'est étrange ici, c'est pas comme les autres écoles. Ah ouais. Ben non, il y avait un aura magique. Moi, les enfants qui rentraient au gymnase, ils rentraient dans de la magie. Et il y avait un bonheur. Et il n'y avait jamais d'autorité, de discipline. Moi, j'ai déréglé complètement là, le côté école. Qu'est-ce que je te dis? Et c'est pour ça qu'ils ont hésité avant de me mettre dehors. Tu sais, ils ont dit, écoutez, vous augmentez votre salaire encore, puis vous restez, puis tout ça. Puis, ben là, j'ai dit, si vous me demandez absolument d'arrêter de faire mes émissions, j'ai dit, j'enseigne dans une école de 500 élèves. Je les connais tous. Il y en a que je connais depuis 2 générations. Ça me tient à cœur. Mais actuellement, j'ai commencé à enseigner à la province de Québec en entier. C'est 5 millions de personnes qui peuvent m'écouter. Et on a eu des émissions de dimanche soir qui étaient diffusées et les BBM, les Bulletin Board Measurement, l'étude de l'auditoire, il arrivait à 600 000 auditeurs pour mon émission du dimanche soir. Pour le Québec, c'est beaucoup, là. C'est très beaucoup. D'ailleurs, c'est ça que je disais à Bob Belanca, l'émission Bob Belanca, j'ai été son chroniqueur pendant un bout de temps, au début d'ailleurs, et je disais, Bob, oublie pas, on a 10 fois moins de public au Québec qu'il y en a en France. Fait que quand tu me dis, t'as 20 000 auditeurs, ouais. Moi j'en ai 2 000. Et c'est comparable. Oui, c'est sûr. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est une fois que tu arrêtes cet enseignement-là que tu rencontres Bernard? Ça capte. Je sais qu'il y a eu des petits enregistrements, Richard, sur comment tu as rencontré Bernard. Oui. J'aimerais ça que tu en parles un peu. Parce qu'il y avait une madame chez qui tu es allé. Je suis pas sûr qui c'était cette madame-là. J'ai pas son nom. Non, je la donnerai pas non plus parce que c'est une dame très riche. Et qui est dans une société occulte planétaire. Et elle a voyagé partout. Elle s'est payé des voyages au Tibet, en Amérique du Sud, est allée dans des temples. Elle a payé même des bakshish. Faire des expériences que des autres font pas. Et elle connaissait Bernard avant moi. Elle. Oui. Richard, on peut-tu savoir c'était dans quelle ville? C'était-tu à Montréal? À Ville de Laval. À Laval, OK. Oui. Puis a-t-on invité à venir faire un tour? Un mardi soir, elle regardait mes émissions sur le câble. Puis elle m'a contacté. Ces gens-là ont une intelligence qui leur permet d'avoir des passes droits sur tout. Ils se sont débrouillés dans la vie pour avoir beaucoup d'argent. Ils savent à qui parler. Ils savent comment procéder pour atteindre leurs objectifs. Alors, le temps que quelqu'un ordinaire va prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois, elle en 2 jours. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Alors, elle me téléphone, puis elle me dit, Monsieur Glenn, j'ai quelqu'un à vous présenter qui serait fort intéressant pour vous. Alors, si vous voulez, je vous attends. On va faire un goûter.
arriver vers 8h30, 9h le soir, et il y aura un petit groupe. On va être à peu près une dizaine, pas plus. Alors, je suis arrivé là, le soir, tard. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Bernard, que j'avais jamais vu ni entendu parler. Il avait pourtant dirigé et était propriétaire d'une librairie ésotérique au centre d'achat Rockland, c'est-à-dire à la croisée des grandes autoroutes qui arrivent à Montréal. Oui. Il y a un gros centre d'achat qui est juste là. Et il a eu accès pendant 2 ans à tous les livres ésotériques que tu peux imaginer. Et comme il y avait peu de clients, il y avait beaucoup de temps à lire. Il lisait, il lisait, il lisait. Et il voyait que les gens qui venaient à la librairie, c'était tous des philosophes ou des gens un peu pas comme tout le monde. Alors, il avait créé un petit salon avec une cafetière automatique. Vous mettez de l'argent, vous faites votre café, vous vous asseyez, vous prenez le livre, et si vous voulez, ben vous l'achetez. Si vous ne le voulez pas, vous le remettez dans une librairie pour vendre des livres. Imagine-toi, c'est pas un homme d'affaires, ça, là. C'est ça. Les gens venaient prendre des cafés, ils lisaient la cosmogonie d'Urantia sans jamais l'avoir acheté. Ils en lisaient des grands bouts. Puis là, ben, ils en discutaient. Puis là, ils disaient à des gens, vous, ça vous intéresse. Jeudi, revenez, je vais vous présenter quelqu'un d'autre qui est aussi intéressé que vous à tel livre. Ah ouais. Alors, ils faisaient des petits salons privés Des connexions. Dans sa librairie. Alors, ça Ensuite, Richard, t'es allé chez la madame. Alors, je suis arrivé Bernard était là. Est-ce que Bernard faisait une conférence ou qu'est-ce qu'il faisait comme intervention? Qu'est-ce qui se passait? Ben, justement, il y a eu le côté social qui était au souper. Moi, j'ai pas été là. Elle m'a dit, vous viendrez plus tard. C'est là que Bernard va s'activer. Bon, je savais pas ce que ça voulait dire, s'activer. Et vers 9h, quand je suis arrivé, il était en train de parler dans un fauteuil. Et les gens étaient dans d'autres chaises, des chaises, d'autres des fauteuils, dans un salon. Et Bernard parlait, avec son langage que vous connaissez, là, un peu à la française. Pour nous, ça fait original parce qu'on sent que c'est pas français, mais il parle avec un accent puis une façon de très bien prononcer tous les mots qu'on comprenne parfaitement bien. Et encore aujourd'hui, on l'écoute et on se dit, bon Dieu, il était un peu en avance sur nous parce qu'il cherche à bien prononcer et bien parler. Mais il faut savoir qu'il était de formation anglophone, ce gars-là. C'est pour ça que très souvent, il tourne les coins ronds en français. Oui. Parce qu'il connaît le mot anglais. Oui. La chorégraphie. Au lieu de dire une chorégraphie en français, et en anglais, c'est choreography. Alors, il le disait en français comme chorégraphie. Là, j'étais obligé de le corriger. Il disait, hey, c'est chorégraphie. Ah, chorégraphie. Chorégraphie. Tout le monde comprend? Oui, tout le monde comprend. Bon, on continue. C'était Bernard, hein. Mais les gens étaient tous extrêmement plus que respectueux. Ils étaient comme traumatisés par le personnage. Il leur disait, puis il répondait, puis il allait dans des directions incroyables. Les gens savouraient le moment, mais... Richard, les gens étaient fascinés. Oui, c'est une forme de fascination, pour ne pas dire une hypnose, là. Tu sais, ils boivent non seulement ses paroles, mais ils sont comme possédés par l'énergie que dégage le gars quand il parle. J'ai vu des cercles où il y a eu des vrais gourous des Indes, là, qui se présentent, puis ils ont cette aura-là qui atteint les gens, mais qui crée comme une bulle. Puis là, moi, je rentre dans la bulle, mais ça m'en prend gros pour m'absorber. Tu sais, je demeure moi-même. Et puis ça, Bernard l'a senti que je tombais pas dans les pommes. Tu sais, je restais bien moi-même. Et là, j'ai demandé à la dame qui était là, apportez-moi un papier puis un crayon. Alors, elle m'apporte une tablette. Je me souviens que c'était une tablette de papier quadrillé. C'est bleuté, là, des petites lignes bleues, là, mais quadrillé. Et elle m'apporte ça avec un crayon. Elle dit, c'est correct. Il fallait pas faire de bruit, pas déranger. Hein. C'est correct. OK. Fait que là, je me branche sur le Bernard pendant qu'il parle. Puis là, à un moment donné, là, j'ai capté quelque chose. Là, j'ai attrapé sa mind track. Son canal. Enfin, le channeling, le canal. J'ai capté son canal.
Et j'étais en avance sur qu'est-ce qui était pour parler. Alors, je me souviens très bien, j'ai fait un pont, j'ai fait le dessin, je me débrouille bien en dessin, là. On peut comprendre assez rapidement. Et bon, puis là, à peu près 2 minutes après, il est rendu sur le pont, puis il explique que l'importance d'un pont qui réunit deux rives et que des gens peuvent traverser sur le pont, d'autres vont aimer mieux traverser avec une chaloupe, d'autres vont y aller à la nage, etc. Là, je sors ma tablette, je la montre à tout le monde. Puis là, il se regarde, il dit, hey, il avait déjà fait le dessin du pont. Là, je prends mon papier, je tourne la feuille. Lui, il continue à parler, lui, il s'occupe pas de ce que je fais. OK. Là, je dessine un visage de genre un tigre ou un lion, là, un félin, là. Un gros visage. Et puis, je me souviens pas trop ce qu'il y avait. Je sais pas si c'était une fleur ou il y avait quelque chose qui était avec ça. Alors, j'attends. Bon, Bernard, il arrive sur le tigre, papa, avec la fleur, puis le tigre qui exprime par le son de son cri, de sa rugissement, il va impressionner l'environnement, alors que la fleur, qui est toute menue, va peut-être impressionner aussi l'environnement par son parfum. Je tourne mon papier. Encore le tigre avec la fleur était déjà dessiné avant qu'il en parle. Là, ça faisait 2 sur 2. Là, OK. Là, je continue à faire le troisième. À la troisième, là, Bernard s'est aperçu qu'il y avait quelque chose. Là, il arrête. Il voyait que tout le monde regardait mon dessin au lieu de le regarder lui. C'est encore justifié. Qu'est-ce que vous faites? Qui est-il, lui? Qui est-il? Ben là, la dame a dit, monsieur a une émission de télévision très, très écoutée, et puis je l'ai invité à vous rencontrer ce soir parce que je pense que vous auriez des choses à vous dire, puis tout ça. Elle était très polie, puis très correcte, mais là, j'avais déréglé un peu le mécanisme. Et je dis, Bernard, c'est simple. J'ai fait les dessins avant que tu en parles. Là, les gens étaient tous là. Êtes-vous médium? Oui, je suis médium. Ah bon? Là, vous savez ce que je veux dire? Ben là, non, j'ai fait le dessin de ce que vous êtes rendu à dire, mais la suite, ça va dépendre de quelle piste que vous allez prendre. Là, il se demandait un peu, mais moi, ça faisait déjà 30 ans que j'avais mon émission. Alors, j'avais déjà un certain public. Et Bernard, il voulait essayer de me jauger. Il me connaissait pas. Il savait pas qu'est-ce que je faisais ni rien. Il connaissait pas mon émission. Pourtant, on parlait d'ésotérisme toutes les semaines. Je recevais des invités d'Europe, des États-Unis et du Québec et des auteurs qui venaient de partout. Et il aurait pu en entendre parler parce que même il y a des libraires qui me disaient, Monsieur Glenn, avertissez-nous d'avance qui vous allez avoir comme invité. On va commander de leurs livres. Vous faites votre émission, elle sort le mardi soir, elle est répétée le mercredi, le vendredi, le samedi. Puis on n'a pas de livre. Les gens viennent aux librairies pour acheter le livre. On en avait 2. Les 2 ont été vendus tout de suite. Puis après ça, les gens veulent d'autres. Alors quand j'ai reçu Meroy Givaudan, ben là, je les ai avertis d'avance. Et j'ai averti la maison d'édition avec laquelle j'avais des arrangements bien souvent. Eux autres payaient pour le voyage des Meroy Givaudan qui venaient au Québec faire la promotion. Puis là, ils me téléphonaient. Vous seriez intéressé à les avoir? Oui. À quelle date? Ben, ils sont ici pour 15 jours. Bon, ben, d'accord. On peut les prendre telle date ou telle date. Bon, d'accord. Mais là, j'ai dit, oubliez pas d'aller mettre des livres dans les librairies. Oui, je le sais, on se fait crier par la tête qu'on a. Alors là, dès que je recevais quelqu'un, mais moi, je recevais pas une scène de ça, là. Des Richard, fois. on veut savoir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion avec Bernard? Ah oui, tu fais bien. Ben oui. Mais c'est tout un système, tout ça, là. Alors, moi, dans mon monde, j'étais pas habitué à gérer de la finance. À ce point-là, là, tu sais, je voyais bien que l'émission avait un impact. On n'avait pas encore commencé à faire des conférences, qu'il y a un monsieur, Marc Lapelle, qui arrive dans mon décor, puis qui me dit, de Bernard de Montréal, là, t'as pas pensé faire des conférences avec lui? Écoute, parce que les émissions que je faisais
bien avant Internet, avec André Chagnon, le créateur de Vidéotron, et Vidéotron est rendu en France. Il y a des villes qui sont branchées sur, ils appellent ça Vidéotron, comme ici. C'est le même consortium financier. Et ils mettaient sur les cassettes, moi j'ai 3000 cassettes, les cassettes des émissions, sur des gros rubans professionnels, on enregistrait, et ils mettaient à la disposition du public, sur demande, l'émission. Alors, vous téléphonez à Vidéotron, et il y avait des cassettes sur le sport, il y avait des cassettes sur la science, puis il y avait des cassettes sur mes émissions qui étaient très, très écoutées. Et quand on allait sur le canal S, la S636, c'était l'émission Noir et Blanc, la première que j'avais faite avec Bernard de Montréal. Tout le monde la réclamait des fois 2 fois par jour, des fois 3 fois par jour. Puis à part ça, elle durait 1 heure. Alors, donc c'est Marc Lappelle. Alors, Marc Lappelle, en écoutant, et en se rendant compte que Bernard de Montréal, il est un bonhomme fantastique à écouter, puis les gens veulent, c'est sûr que les gens ont hâte de le rencontrer en personne. Alors, il dit, moi j'ai la finance, je vais louer une grande salle, et puis on verra la réaction. On loue la salle, on refuse 200 personnes, tout était plein, mur à mur. Grande salle avec un jubé, là, et c'était plein. Là, Bernard, Marc, à la fin, moi, à la pause, je dis à Bernard, j'ai dit, es-tu intéressé? On va en faire d'autres. On en a fait une, on va en faire d'autres. Ah oui, parce qu'il a aimé la formule. Au lieu, ça c'était original, là. Ça n'existait pas au Québec. On recevait des conférenciers, j'ai reçu des conférenciers européens. Eux autres, ils étaient habitués d'arriver au micro, parler tout seul. Puis même des fois, avoir un texte. Moi, j'ai mis dehors un conférencier français qui tenait à lire son texte. J'ai dit, monsieur, si vous vouliez qu'on lise votre texte, vous n'aviez qu'à nous le dire, on l'aurait imprimé puis on l'aurait distribué à tout le monde. Vous êtes en personne. Moi, je vous pose 2, 3 questions, vous répondez. Il dit, moi, monsieur, je ne suis pas un conférencier, je suis un écrivain. Et quand on écrit, on pense à chaque mot qu'on écrit, les phrases, la structure, tout est bien fait. Vous allez m'écouter, après vous me poserez des questions. Là, ça fait 20 minutes. Bernard. La première salle où il y a eu des conférences avec Bernard, c'était-tu Monseigneur Parent ou il y a eu une autre salle avant? Monseigneur Parent, à Saint-Hubert. C'était où? Sur la rive sud de Montréal, le seul endroit où Internet, où Vidéotron avait câblé le public. Mais les gens de Montréal entendaient parler de l'émission extraordinaire. Ça s'appelait dès le début. Pourquoi j'ai fait ésotérisme expérimental sur le corps? Bonne question. Pourquoi je demeure à Mont-Saint-Hilaire aujourd'hui? Bonne question. Et ce qui est surprenant quand on t'entend, Richard, c'est que ni toi ni Bernard s'attendaient à ça en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut dire que c'est arrivé en fait? C'est pas quelque chose que tu as été chercher, que tu as prémédité, que tu as calculé, que tu as projeté. C'est arrivé. C'est-à-dire que nous, on est dans le principe actuel qui est tellement à la mode là, de la physique quantique, qui est imprévisible. Même là, l'école de Copenhague essaie de régler la physique quantique avec une formule. Mais on s'aperçoit que tout de suite après Einstein et puis comment il s'appelle le chat de Schrödinger. En tout cas, ils sont tous contre. Ils se disent ça se peut pas parce que tu peux pas être dans une formule quand tu es dans la créativité. Parce que c'est ça le principe de la physique quantique. C'est un univers immatériel, intemporel et inconceptuel. C'est toi qui, avec ton cerveau, paf, crée quelque chose de rien. Et c'est ça la physique quantique. Et ça, ils comprendront pas tant qu'ils admettront pas que l'éther est à la base de toute la réalité. Et ça, tu avais conscience de ça, en fait, à ce moment-là, ou ça, tu l'expliques avec le regard que tu as aujourd'hui? Je l'avais depuis l'âge de 13 ans. OK. Par les contacts que j'ai eus avec mes amis. OK. Tu avais un rendez-vous avec Bernard. Bernard s'est pas présenté pour un enregistrement. Il voulait pas se présenter le fameux samedi parce que quand je suis sorti de chez la madame le soir, j'ai dit, Bernard, on va faire une émission de télévision. Ah oui, ça a l'air sympathique. J'ai dit, je vous pose des questions. Puis je vous laisserai le temps qu'il vous faut pour répondre. Ah, vraiment? Vous allez me laisser? Les journalistes, on passe leur temps à couper la parole puis empêcher les gens de dire ce qu'ils ont à dire. Non, moi, c'est le contraire. C'est que si ça tourne en rond, on va vous mettre sur une nouvelle piste, Alors,
J'ai- Il me dit, j'ai dit, écoutez, samedi prochain, samedi matin, à 11 heures, on est en studio jusqu'à midi. Ça vous va-tu? Il En demande à quelle année? Pierrette, Excuse-moi de t'interrompre. En quelle année, Richard? 77? 1977. OK. 1977. Avril 1977. Alors, mon Bernard, je l'appelle samedi matin, 11 heures. Ben là, j'ai dit, soyez au studio vers 10 heures. Faire l'installation, test de voix, etc., puis tout ça. Là, il est 9h15, 9h30. Ben, j'ai dit, je vais appeler toujours bien, savoir s'il se prépare, s'il s'en vient. Pierrette, elle me répond. Ah, puis elle parlait pas fort au téléphone. Non, non, Monsieur Bernard, il dort encore. Ben oui, mais à 11 heures, on l'attend au studio sur la rive sud de Montréal. Il y en a pour une demi-heure avant d'arriver en automobile. Puis le temps qu'il s'habille, puis il va prendre... Ah non, non, attendez. Il dort, je ne peux pas le réveiller. Madame, allez réveiller Bernard. Je peux pas, il va être fâché après moi. J'ai dit non, je vais prendre le blâme. Je vous le dis, là, je vais prendre le blâme. Allez-y. Elle revient, il s'en vient. Bernard me dit, oui, allô, c'est qui? Ben, c'est Richard qu'on s'est parlé là, cette semaine pour samedi. On vous attend aujourd'hui. Non, laissez faire. Non, ça marche pas. Alors là, je me branche, OK? Bernard, t'as pas le choix. Si tu acceptes pas de venir ce matin, le studio est réservé, les techniciens sont sur place, il y a 10 personnes, les éclairages, tout est réservé, tout est là. T'as pas le choix. Tu passes à côté de ta destinée. Je fais bien attention de ne pas dire ton destin. Parce que le destin, c'est ce qui est en arrière. Le destiné, c'est ce qui est en avant. Tu passes à côté de ta destinée. Bon, j'ai dit, Bernard, allez vérifier avec eux et rappelez-moi. Je ferme la ligne. J'avais donné le numéro de téléphone à Pierrette. Alors, Pierrette, il a donné le numéro de téléphone. Il me rappelle au bout de 5 minutes. Même pas. OK, je m'en viens. Comment est-ce qu'on va se retrouver? Ah, ben, j'ai dit, vous connaissez le pont Jacques-Cartier, traversez le pont Jacques-Cartier en auto, en redescendant de l'autre côté. En descendant du pont lentement, vous allez voir mon gros station wagon. Je vais être face aux arrivées. Je vais vous faire des signes avec mes lumières. Puis vous allez descendre, puis vous me ferez des signes. On se comprendra que c'est vous. Ah, c'est facile à savoir. Moi, sur mon auto, il y a un dôme de taxi. Tu sais, les taxis La Salle, là, il y avait des dômes en lumière là, qui s'éclairaient. Oui. Parce qu'il avait perdu sa librairie, le centre d'achat Rockland. Ça marchait pas faire de l'affaire en disant aux gens, venez lire gratuitement, prenez-vous un café, payez le café, mais le livre que vous usez, que vous pliez les feuilles, ça ne revendra peut-être plus. Après, il ne sera pas comme neuf. Tu sais. Alors, il a fermé sa librairie et là, il y avait un café. Il faisait du taxi. Et en redescendant, il fait aller ses lumières. Moi, je vois qu'il y a un dôme de lumière sur le toit qui allume, qui éteint, qui allume, qui éteint. J'ai compris que c'était lui. Je fais des signaux de lumière. Et là, j'embarque. Il me suit. Puis je l'amène au studio. Il s'assoit. Il a enlevé ses vêtements. On était au mois d'avril. Il commençait à être moins habillé que là, en plein hiver. Il s'assoit dans un fauteuil qu'on voit sur la vidéo. Sitôt assis, il se met à me parler. Et là, moi, je me disais, il veut m'entretenir avant qu'on installe le micro. Mais non, le technicien lui installe un micro immédiatement. Et là, il se met à me parler parce qu'il y a un micro. Il pense, lui, que c'est parce qu'il y a le micro, l'émission commence. Et là, il est parti, là. Les caméramans il y a deux ou trois caméras. Hey, wow. Mais là, j'ai dit ça comme ça, wow. Mais là, lui, il arrête pas. Alors, moi, Jean-Paul, qui est en arrière, lui, il me dit, ça marche, hein? On enregistre. Ça tourne. Ah ben là, moi, je me ramasse, puis je me dis, on continue, mais là, le caméraman, je lui fais signe. Il vient en arrière de moi pour le prendre de face, parce que là où les deux caméras étaient dans le même angle, ça aurait fait deux prises de vue qui ressemblent l'une à l'autre, tu sais, fait que on me voit un peu faire le geste, tu sais. Puis là, ben, mon Bernard, il est parti, mais il est vraiment parti, il a pas arrêté. Il a fait la première heure en noir et blanc que tout le monde peut voir. La S636, tout est là. Il a tout sorti son stock, bang. Et c'était la première fois que je me rendais compte qu'on pouvait faire un mariage psychique.
Quand je parle avec des animaux, je rentre dans le psyché. On peut se communiquer un animal, un chat surtout, ça marche mieux qu'avec un chien. Un chien, c'est bien rare qu'il y en ait qui communiquent. Il y a des oiseaux, des corneilles, ça marche. Lui, Bernard, la connexion psychique qu'il a faite, là, on est en train de se parler. Quand j'ai fait avec Nassim Haramein une entrevue en studio, une chance, j'ai 2 témoins. Nassim est assis devant moi. Nassim, tu connais-tu Nassim Haramein? Oui, ok, tout le monde le connaît. Alors, il s'assoit. Alors là, il est en train de dîner. Il est en train de manger rapidement dans la loge parce qu'il donnait une conférence de l'autre côté. Et il me dit, j'ai juste un peu de temps, là, ici, dans la loge. Venez-vous-en, je vais répondre à vos questions, M. Glenn. Vous me connaissez. Fait que, on rentre dans la loge, il mange ses affaires. Puis là, je dis, comme ça, puis là, on prend la caméra, comme ça, Nassim Haramein est comme tout le monde, il mange. Il est en train de... Vous voyez, c'est un être humain comme tout le monde. Il mange. Il mange. En fait, j'ai arrêté de manger pendant 3 ans, à un moment donné. Oui, vous avez dit ça. Êtes-vous végétarien? Je l'étais, mais depuis quelques années, j'ai recommencé à manger un peu de viande, puis du poisson. Oui. Ben, vous ne trouvez pas qu'on a une dentition qui est omnivore, donc c'est un peu normal qu'on mange un peu de viande aussi, hein? Oui, ça aussi. Oui, c'est ça. Mais bien sûr. De toute façon... oui, je suis comme tout le monde. Mais là, clic. Il me dit qu'il a été contacté. C'est trop tard. Un coup que c'est fait, c'est fini. Je vais retrouver son numéro de téléphone. Il est là. J'ai pas besoin d'aller loin. J'y touche, je le sais tout de suite. J'ai le contact avec lui. Et cérébralement, j'ai dit, écoute, je t'amène-tu sur la piste des contactés que tu as fait? Il me répond dans ma tête, pendant qu'il parle publiquement, c'est sur 2 channels, tu sais, en stéréo, à gauche, à droite, c'est 2 choses, hein. Bon, ben, c'est la même affaire. Et il me répond, oui, il n'y a pas de problème. Alors, je l'amène là-dessus. Il sort le moton. Il n'en a jamais parlé en public. Je répète dans ma tête pour qu'il comprenne bien. On enregistre, là. On a une caméra qui filme tout ça. Je te fais confiance, je te fais confiance. Il me fait confiance. Ça, c'est la pire affaire. Parce que, oui, il peut me faire confiance. Il me parle, il me sort toute son aventure avec le phénomène extraterrestre, le grand Nassim Haramein, qu'on considère quasiment comme un Einstein. Parce qu'Einstein aussi a été contacté, évidemment. Bon, mais là arrive le fait, ben oui, puis il était allé en ovni, Einstein, avec Werner von Braun et compagnie. Tout ce beau monde-là, là, ils ont eu des contacts, ça fait longtemps. Il y en a qui sont morts, ben ils sont presque tous morts, ceux-là, mais le monde se réveillera dans la réalité qui est au moins 50 ans en avance sur le monde ordinaire. Alors, mon Nassim sort l'expérience qu'il a eue avec, à l'âge de 6 ans, qu'ils sont venus chercher chez lui dans la maison, sa mère qui les a vus passer dans le corridor. Il est parti avec eux autres. Ils ont même donné l'occasion de piloter l'OVNI. Mais comme on le sait, c'est comme les Vimana, les Vimanikans, c'est-à-dire ceux qui sont les pilotes de Vimana en Inde. Ils sont connectés avec la machine et la machine est connectée avec eux, ça fait un. De la même manière que tu as un réflexe, quelqu'un veut te faire un signe dans ton visage, tu vas faire ça. De la même manière, si ton ovni va très vite puis il arrive sur une montagne, en faisant ça, l'ovni va faire ça. Je sais pas si tu me suis, là, je donne un exemple. Et Nassim explique tout ça. Même dans l'espace. Oui, exactement. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des civilisations, même dans notre galaxie, où il y a des milliards et des milliards de soleils, qui ont probablement des milliers d'années d'avance sur nous. Et si c'est pas des millions, exactement. Et pour eux, faire un voyage vers la Terre, c'est probablement similaire que pour nous, rentrer dans un avion puis aller en Australie. Et c'est pas parce qu'on a de la misère à se l'imaginer que ça n'existe pas. Et quand on connaît la physique quantique avec l'intrication, instantanément d'ici aux confins de l'univers, il y a une réaction et on pourrait peut-être apprendre un jour comment devenir esprit, être rendu à l'autre bout de l'univers et puis se rematérialiser ou en tout cas la conscience est rendue là-bas. La conscience, je travaille avec... Richard, on a eu du plaisir. Oui. Avec Bernard de Montréal, il y a eu un premier enregistrement en avril 1977. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'il y en a eu un le mois suivant, 6 mois après? Pas le mois suivant, non, c'est ça. Regarde, c'était simple.
Marc Lappel, c'est un homme d'affaires. Il a toujours réussi en business. Quand il touche quelque chose, ça devient de l'or. Puis, pas rien que métaphoriquement, mais physiquement, je peux te dire. Là, on sait que l'or va prendre de vraies valeurs, parce qu'actuellement, on écrase la valeur de l'or, mais les lingots vont monter à 20 000 $ en flèche. Là. Probablement d'ici 1 an ou 2, pas plus. Bon, alors, Marc Lappel, il dit aux gens à la pause avec Bernard, au bout d'1 heure de conférence, au Monseigneur Parent, il dit aux gens, il dit, pendant la pause, aimeriez-vous revoir Bernard le mois prochain? Oui. Bon, ben, il dit, écoutez, vous nous faites confiance? Vous nous donnez le montant d'argent, vous nous donnez votre nom et votre numéro de téléphone. On va vous rejoindre personnellement si jamais il y avait un changement. Parce que d'abord, il faut savoir si la salle va être disponible dans un mois, le samedi, mettons, premier samedi du mois prochain. Et il dit, si on en a vendu 200 billets aujourd'hui, Bernard, êtes-vous prêt à revenir le mois prochain? Oui, j'ai bien aimé l'expérience, oui. Et les tempêtes de neige, il n'y en aura plus rendu au mois de mai. Alors, la conférence continue avec la deuxième partie de Bernard de Montréal à Monseigneur Parent. L'heure se déroule. Et à la toute fin, Marc Lappel revient en avant disant, alors maintenant je vous apporte des nouvelles pour la vente des billets pour Bernard de Montréal. Alors, pour la prochaine rencontre qui aura lieu, j'ai vérifié avec l'école, le collège, la salle, elle nous est réservée, car nous avons une salle comble en billets vendus déjà. C'était le phénomène Bernard de Montréal. Là, je sais pas si tu comprends aussi que pendant que j'étais professeur d'école, on organisait des conférences. Je continuais à faire marcher une émission toutes les semaines. Les conférences permettaient de voir venir financièrement un certain confort. Une fois la salle payée, toutes les dépenses afférentes, les techniciens et tout le reste, de l'argent dans les poches à Bernard, de l'argent dans les poches à Richard, de l'argent dans les poches à Marc Lappel, ça faisait 5. Il fallait diviser les revenus en 5, plus deux autres portions, une pour un investissement futur et l'autre pour achat d'équipement, meilleur micro, meilleur système autonome, puis etc. Fait que on a roulé comme ça pendant 10 ans. Et dans ces 10 années-là, au bout de 4 ans, 5 ans, c'est là que j'ai été obligé de prendre une décision. Ou je reste dans ça, ou je me retire de l'enseignement. Okay. Richard, dans la première année, est-ce qu'il y a eu plusieurs émissions qui se sont suivies? Est-ce qu'on a des enregistrements de ça? J'en ai plusieurs. Je peux aller voir dans mes tiroirs, là. On vient de perdre. Ouais, on vient de perdre Pierre. Mais ça enregistre toujours. Pour quelle raison ça coupe comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Ah bon. Mais donc, Alex, ouais. C'est ça, je suis excité un peu par la diffusion d'informations que je donne jamais. Mais c'est fondamental dans le sens où les gens doivent se demander d'où ça sort, ce gars-là, puis ses émissions, puis tout ça. Et puis, je me suis pas gêné pour laisser passer des messages qui sont perturbants. Dans le sens où tu te dis, comment ça, là, il communique avec des animaux? Comment ça, il communique avec la télépathie, avec Bernard? Ou... Ça fait partie de Richard Glenn. Sans ça, j'aurais jamais pu. Complètement. La télépathie dont tu parles, en fait, c'est quelque chose auprès des personnes qui vont écouter, ce sera pas aussi surprenant que par quelqu'un qui a jamais entendu parler de ça. Moi, je fais le pari que les personnes qui peuvent écouter Pierre, qui peuvent écouter Richard ou qui peuvent m'écouter, sont au fait de ça. Sont au fait de la communication psychique que tu décrivais. C'est comme s'il y avait deux esprits. Moi, je vois en fait dans le témoignage, c'est comme si les deux esprits s'étaient connectés et qu'à un moment donné, les deux humains, ils en viennent à expérimenter des choses ensemble. Moi, je dis souvent, ça complote en coulisses avant que ça se manifeste en fait dans la matière. Et ça, effectivement, on va pas pouvoir... Je m'excuse d'interrompre le déroulement parce qu'on a eu une coupure. Hein? En tout cas, moi, j'en ai eu une. Oui, mais l'enregistrement ne s'est pas arrêté. On est encore sur le live. Là, je te vois sur le petit écran, là, mais sur l'écran principal, là, Richard, il bouge pas, là.
Je sais pas qu'est-ce que ça va moi, donner, là, là. moi, je bouge, là, de gauche Ouais. à droite. Moi, je vois bouger Richard aussi. C'est peut-être Ouais, le fait moi, je te vois bouger, on voit Voilà. tout le monde. Ouais. Attends un petit peu. Je veux C'est juste ton voir ordi si on que... peut... C'est Ça a duré peut-être 30 secondes. Moi, je sais pas, Oui, toi, Alex, tu as un site Internet? ouais, je t'enverrai le lien en fait si tu veux, Richard. Oui, parce que je le mettrai, moi, en bas de mon vidéo rendu pour que les gens Avec sachent. plaisir. Et ce qui me venait, moi, quand je t'en allais parler, Richard, c'est que moi, c'est comme si ma connexion avec quelqu'un, moi que je qualifie de terrestre extra, tu sais, il y a les extraterrestres et il y a les terrestres extra, et je parle d'eux souvent comme ça. D'eux, c'est pour moi, c'est Bernard et c'est aussi Kemp, Daniel Kemp. Dernièrement, tu as reçu comment Yannick et un peu comme Yannick, moi j'ai été très sensible à la vibration de Kemp. Les deux. Là en ce moment, je reviens fort en fait à entendre tu sais ce qui est appelé les blocs aujourd'hui, c'est-à-dire que les vidéos qui durent entre 2h30, 3 heures, des fois plus, où là vraiment ça revient en force et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de neuf chez moi qui est en train de se passer. Il y a une accélération qui est indéniable avec le matériel de Bernard. Et de fait, regarde, je vais faire une parenthèse majeure. Mais je le dis là, c'est une parenthèse majeure. Mais je le dis là, c'est une parenthèse majeure. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai été informé que le 24 février 2023 serait le moment pivot de notre civilisation sur Terre. Durant toutes ces années-là, j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, ma jeune adulte avec une société secrète où j'ai vécu bien des expériences avant de commencer ma vie publique à l'âge de 30 ans sur le Vidéotron, à la télévision. Et de l'âge de 30 ans à maintenant, j'ai fait Vidéotron sur le câble à travers toute la province de Québec. Donc, partout, mon émission était diffusée à travers la province. Et après, ça a été Internet depuis avril. Encore une fois, c'est avril, comme Bernard, ça avait commencé en avril 1997. Alors que Bernard, ça avait commencé en 1977. Ouais, avril. Et là, jusqu'à maintenant, c'est diffusé. Et j'ai parlé dans mes émissions, dans les débuts des émissions 1982, 84, 88, le fameux 24 février 2023. Et sans détour, là, c'était la date. Et la date qui est arrivée majeure, c'était le 24 février 2022, quand Poutine a entré en Ukraine. Le 24 février 2022. Il s'était juré qu'en 2023, l'année d'après, un an d'anniversaire, Poutine était pour donner un très grand coup. Au départ, il disait, c'est pas une guerre mondiale que j'ai déclarée, c'est une guerre interne, de gérer le problème du Donbass avec la Russie. C'était des gens qui parlaient russe, qui vivaient en russe et qui voulaient arrêter d'être maltraités par les Ukrainiens. C'était une province de la vieille Russie, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Alors, il dit, on va la récupérer. Vous voulez pas? Ça fait un an, vous allez y goûter. Et là, il était prêt. Et on a sorti les grands travaux de dire l'horloge atomique est rendue à moins 90 secondes. Ça n'a jamais été si proche d'une guerre nucléaire à cette fameuse semaine du 24 février 2023, telle que j'avais appris depuis que je suis petit. Alors là, on a retenu notre souffle tout le monde. Les Chinois ont averti Poutine de se calmer. Et vous autres, Macron a averti Zelensky de se calmer. Ils ont dit, vos folies, là, toi puis Poutine, là, Zelensky puis Poutine, ça mettra pas le feu à toute la planète Terre. Les Chinois sont intervenus auprès de Poutine et la France est intervenue directement avec Zelensky, tellement qu'il l'a brassé qu'il y a seulement une personne qui a été témoin de l'affrontement où il a brassé les épaules à Zelensky quand Macron l'a pris par les épaules pour lui dire « C'est fini tes folies. Là. On joue pas à des jeux d'enfants ici quand on fait de la politique. T'es bon pour le théâtre, t'es bon pour faire des spectacles amusants. Tu vas arrêter de te prendre au sérieux. » Puis l'autre s'est ramassé.
Et le fameux vendredi 24 février 2023, les Stratofighters des Américains, 3 Stratofighters sont allés tourner à côté de Moscou. Ils avaient à bord des ogives nucléaires. Ils pouvaient, si la Russie faisait le moindre geste agressif, ce jour-là, Moscou disparaissait de la carte. On en a entendu parler seulement longtemps après, mais il n'aime pas trop, parce que ça a été vraiment pire que le conflit avec Cuba. On se souviendra de Kennedy avec à Cuba, là, quand il y a eu le détournement des bateaux qui allaient installer des fusées intercontinentales à Cuba, à ogive nucléaire. On y a passé très, très proche. Et mes amis me disent, et ça, je suis content qu'on se parle avec toi, Alex aussi, puis Pierre. Je connais déjà assez bien Pierre. Et toi, Alex, c'est une découverte pour moi aujourd'hui, là. Mais je me dis, as-tu remarqué que depuis le 24 février 2023, là, c'est pas loin, là, on n'est pas encore rendu à février 2024. Ça fait 1 an, là, à peu près. Il y a quelque chose qui a changé dans la monade, dans l'âme profonde des êtres humains. Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience. Il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience sans devenir des agressifs, des guerriers, des tueurs. Non, non, non. Ils ont juste décidé que maintenant, ils se feront plus ronner par le bout du nez. Ils n'ont plus confiance dans les systèmes. L'argent qu'on appelle l'argent fiduciaire, le Fiat Lux, là, l'argent Fiat, là, fabriqué de rien, là, ben cet argent, cette monnaie-là, elle est basée sur la fiducie, sur la confiance. Une fiducie, c'est de la confiance. C'est de l'argent qu'on fait confiance à cette monnaie-là. Si on n'y fait plus confiance, les valeurs de papier-monnaie s'écroulent toutes. Et on est sur le bord que ça arrive. Parce que s'ils tirent sur l'élastique trop fort, actuellement, ils sont réunis là à Davos. Puis il y a des confrontations, mais assez incroyables qui sont faites là. Parce que Klaus Schwab, là, le Santa Claus Schwab, là, lui aussi, il y a des gens qui... il y avait une bonne idée, un bon plan. Le grand reset, c'était nécessaire. Passer à l'âge atomique au lieu de l'âge électronique, c'est nécessaire. Mais on s'en va vite. Et ils peuvent pas suivre ces gens-là. Ils ont trop d'arrérage. Ils veulent conserver leur pouvoir, leur propriété, leur argent, À cause de la pandémie, il y a des gens qui ont fait des milliards de dollars de profit. Pas seulement des entreprises, des personnes, là. Alors, on sait que maintenant, la planète a basculé depuis le fameux 24 février 2023. Le monde est vraiment en train de se séparer en 2 mondes. Tu vas avoir les esclaves qui vont aimer mieux être nourris, logés gratuitement et esclaves. Et les autres qui, tu sais, c'est comme dans une balance. Sécurité et c'est quoi les 2 mots, là? La liberté. Liberté. Tu l'as dit, le mot liberté. Il faut le dire en québécois, Pierre. Notre ami Alex ne comprendra pas. On a eu un convoi de camionneurs. Si, t'inquiète, je suis ça d'ici. Oui. J'ai un œil attentif et une oreille attentive sur ce qui se passe par chez vous. Oui, bon. Alors là, ça s'appelle plus liberté avec eux autres. Ça s'appelle la liberté. Ça s'appelle la liberté, oui. La liberté ou la sécurité. Alors, si tu veux beaucoup de sécurité, tu perds de la liberté. C'est ça. Si tu veux beaucoup de liberté, tu vas perdre de sécurité. Oui, mais quand tu es créatif, tu n'es jamais démuni. Sauf que quand on tue la créativité, parce qu'on veut, moi, on m'a demandé, puis combien de fois on a retiré mon émission de Vidéotron. C'est arrivé au moins 3 fois dans ma carrière de Vidéotron pendant 20 ans, où on a retiré mon émission. C'est assez, M. Glenn. On voudrait avoir les plans de vos émissions à venir pour savoir qui vous allez recevoir comme invité. J'ai reçu Serge Mona. Il n'a pas parlé nulle part ailleurs et tout le monde entier parle de Serge Mona aujourd'hui. Ça a été traduit en allemand, ça a été traduit en russe, ça a été les documents de Serge Mona. Alors, je l'ai reçu comme j'ai reçu Bernard de Montréal. Il y a pas grand monde qui a reçu Bernard de Montréal. En vidéo, très peu. François Payotte,
c'était dans sa psychologie à lui, puis Daniel Ménard, même chose. Pierre, il récupère tout ça. Moi, je trouve ça formidable, Pierre. Ça, et c'est mis à la disposition de tout le monde gratuitement. Ça, c'est la clé. C'est ça, la créativité. C'est pas d'aller profiter pour essayer de s'accaparer un trésor puis de mettre dans ses poches, puis non. C'est donné, j'allais dire, c'est donné gratuitement. Il faut le donner gratuitement. Oui, mais il y a des gens qui ont les moyens puis ils vont aider financièrement. Alors, si on revient à notre émission bien spéciale, parce que ce que je suis en train de faire avec vous deux, là, ça va être probablement mis dans mon club créé seulement. Ouais, c'est ce que je pensais exactement ça. C'est à diffusion restreinte, ça. Ouais. On est à la charnière. Moi, je nous vois, en fait, je vois comme une forme de transmission. C'est-à-dire que toi, tu as été en direct, en fait, Richard, à générer, en fait, toute cette masse, toute cette quantité, en fait, de matériel, d'informations. Et Pierre, en fait, toi, tu es en train de le rendre disponible au monde entier, en fait, au travers les traductions, au travers les lectures, il y a une forme de continuité. Richard, dernièrement, tu as présenté 2 jeunes, je suis même pas sûr qu'ils aient 25, 30 ans. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, les humains, en fait, qui vont oser prendre les risques et oser sortir du rang et oser montrer qu'il y a une autre façon, en fait, d'être individuellement, très individuellement, et aussi d'être à l'autre. Moi, c'est ça que je perçois. Et moi, je me trouve, en fait, à la charnière. Et quand tu demandais tout à l'heure comment je le vois, en fait, de la France, je l'ai pas anticipé, ça. C'est arrivé aussi. C'est-à-dire que c'est arrivé à mes oreilles. C'est-à-dire que c'est une copine à moi qui m'a dit, t'as déjà entendu, en fait, Bernard de Montréal? Ça a commencé comme ça. Et pour moi, il y a des nuances, forcément. J'ai pas été contacté, en fait, par des extraterrestres comme on pourrait, en fait, se l'imaginer. Mais pour moi, ces 2 êtres-là je les appelle les voyageurs du temps. C'est-à-dire qu'ils ont visité, en fait, des temps futurs pour témoigner de comment c'était possible de vivre ensemble. Et ils sont venus apporter des témoignages pour que nous, on soit alertes et sensibles à d'autres façons de faire. Et moi, je suis là, en fait, à témoigner et à donner la parole. Et mon apport, il est d'accélérer, en fait, la prise de parole et la prise de conscience individuelle. C'est là où je me trouve, moi. Moi, j'aimerais ça, Richard, parler un peu des précurseurs. Des gens là qui étaient dans un environnement qui était peut-être pas si simple que ça de parler. Tu as parlé tout à l'heure de Serge Monast. Moi, je pense à Jimmy Gueux. Je pense à Jean Miguel. J'aimerais ça que tu nous parlerais peut-être un petit peu de ces gens-là. Ah, ben, ça promet d'être intéressant, puis ça promet d'être de longue vie. C'est loin d'être terminé, notre affaire. Super. Ben, je sais pas, mais vous avez été des auditeurs très patients. Mais c'est pour ça que samedi... C'est parce que c'est intéressant, c'est tout. Oui, mais c'est ça. Mais moi, samedi, je voudrais pas prendre toute la place comme j'ai fait là. OK, c'est ça. C'est pour ça que là, on fait avec le public. On est 2. Nous 3, on fait 1, et le public, c'est l'autre. Il faut se partager l'énergie entre le public et nous 3. À ce moment-là, Pierre, on va peut-être annoncer que les questions, elles peuvent arriver au fur et à mesure, parce que sinon, ça risque. Voilà, on peut imaginer, en fait, les relayer au fur et à mesure de la conversation. Ouais, demain, c'est jeudi. Ça va dépendre des gens. Les questions, moi, quand on fait des conférences, même avec Bernard, on disait aux gens après, vous posez des questions. Ça arrivait des fois que même Bernard était assis là, qu'il y a des gens qui m'envoyaient une question à Richard. Tu sais? Il écrivait la question sur des bouts de papier. Ça, c'est pareil avec les lives. On commence l'émission, tu leur dis d'attendre à la deuxième partie, puis déjà les questions commencent. Oui, ils sont affamés. Oui, je le sais bien. Mais nous autres, ça mesurer nos sorties. Non, c'est exactement ça. Tu dis, parce que des fois, tu peux dire une belle réponse extraordinaire, puis l'autre n'a rien compris. C'était pas comme ça qu'elle voulait la réponse. La réponse, elle voulait peut-être juste un oui ou un non, tu sais. C'est parce qu'il y a des gens, ils veulent poser des questions, mais ils ont déjà la réponse. Ils veulent confronter ta réponse avec la sienne. Ou une confirmation. Ça, là, encore. Pour ça, oui ou non. Ça arrive. Souvent, c'est du oui ou non qu'ils veulent savoir. Pensez-vous que t'as l'affaire là? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ben, tu viens d'y répondre. Tu as répondu. Moi, je pense que oui. Merci. La façon d'aller. Hey, moi, je vais aller dans le frigo, je vais vous laisser parler. Non, je vais y aller aussi, moi. Tu vas voir, il n'y a pas de problème pour samedi, on s'ennuiera pas. Ah non. Oui, ben c'est ça, là. Je suis sûr, sur le plan technique, ça marche bien. C'est ainsi que se termine cette rencontre qui a eu lieu juste avant
la diffusion du samedi 20 janvier 2024. Des nouvelles du club créé pour nos abonnés à l'adresse orandia.ca. 3 heures de vidéos par mois exclusives, souvent des prolongements des vidéos Orandia diffusées les samedis soirs. Alors pour le mois d'octobre, il y a 2 heures de disponibles actuellement. La prochaine, qui est un 2 dans 1, sera diffusée dans les semaines qui viennent. Pour le mois de novembre, tout ce qui est annoncé y est disponible. C'est un mois consacré à Bernard de Montréal. On retrouve une conférence d'1 heure avec Bernard de Montréal, une autre heure avec M. Pierre Riopel de diffusion BDM International et avec Pierre Paris du VQ. Et pour le mois de décembre, on retrouve Jason Jourjon qui justement donne plus d'1 heure. Pour le mois de janvier seront vraiment annoncés et disponibles bientôt la suite des vidéos Orandia, entre autres avec mon fils Stéphane, qui nous a conduit en automobile jusqu'à Saint-Calixte. Et aussi un prolongement à la rencontre d'aujourd'hui dans le club créé. Je vous rappelle qu'à tous les vidéos Orandia, il y a les compléments surprenants offerts gratuitement dans orandia.com et non orandia.ca, fait par Gilles Surprenant, ce qu'on appelle les compléments surprenants, avec des liens, des informations très importantes, supplémentaires à tout ce qui a été dit dans le vidéo Orandia du samedi soir. Merci d'être abonné au club créé. C'est grâce à votre participation financière qu'on peut produire nos vidéos Orandia gratuitement pour le samedi soir. Et oui, nous aurons une rencontre au mois de février, précisément samedi le 24 février 2024. Nous serons en direct pendant 2 heures. On répond aux questions du public, nos 3, comme nous étions aujourd'hui. On se prépare à des bonnes questions dans le domaine, surtout de ce qui concerne les conférences de Bernard de Montréal et des autres conférenciers qui nous ont aidés à évoluer dans le plan ésotérique. J'ai l'intention d'ici là de vous présenter un montage des anecdotes incluant des invités qu'on verra en extrait vidéo en préparation de cette rencontre du samedi 24 février 2024, le fameux 24 février. Au plaisir de lire vos commentaires ici sous le vidéo Orandia dans la section commentaires. Je les lis tous. Voici en suggestion un vidéo vraiment exceptionnel où M. Nassim Haramein est venu nous faire des confidences de ses rapports avec le phénomène extraterrestre qui l'ont amené à bord d'OVNI lorsqu'il était tout jeune à Montréal. Au plaisir et à bientôt.